Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents ce matin pour notre nouveau petit déjeuner Afrique, euh, dernier de l'année scolaire, on va dire. Alors aujourd'hui, nous accueillons le docteur Nicolas Hubert qui vient nous parler sur le thème de la protection de l'environnement, des réserves naturelles et des conflits armés en Afrique de l'Ouest. Alors, Nicolas Hubert est docteur en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Il est chercheur associé à la chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et mouvements politiques en Afrique francophone à l'Université d'Ottawa. Et il travaille sur les enjeux liés à l'environnement, à la gestion des ressources naturelles, ainsi qu'à la construction de l'État, à la consolidation de la paix dans les États fragiles ou dans les sociétés en situation post-conflit. Actuellement, ses recherches portent sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et plus particulièrement sur les conflits liés à la dégradation de l'environnement et le développement de l'industrie extractive, ainsi que sur l'encadrement des parcs naturels au Burkina Faso. Et donc, cette présentation s'appuie sur son travail de thèse qui a été conduit tout récemment, puisqu'il a défendu en 2021, qui est intitulé Environnement, ressources et conflits au Burkina Faso. Si le sujet, puisque vous êtes là, vous intéresse, il a également tout récemment publié un article dans la revue World Development qui s'intitule The Nature of Peace, How Environmental Regulation Can Cause Conflicts. Donc après le séminaire, si vous voulez approfondir un petit peu le sujet, nous vous recommandons évidemment d'aller lire cet article. Donc, écoutez, sans plus attendre, Nicolas, je vais vous donner la parole pour nous parler, alors plus précisément aujourd'hui, je pense, d'un parc qui se situe au Burkina, mais je ne m'avance pas sur ce sujet que je ne maîtrise pas. Ok, parfait. Merci beaucoup, Anne-Laure. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui d'être venues se joindre à nous et d'écouter cette présentation. Alors, Anne-Laure m'a bien présenté. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire sur le sujet. Donc, on va commencer la présentation sur justement ce lien entre réserves naturelles et conflits en Afrique de l'Ouest, au Sahel, avec un focus sur le Burkina Faso. Et j'essaye juste pour le moment de partager mon document, mon PowerPoint. Aujourd'hui, je vais présenter peut-être mes travaux et une partie de ma thèse, mais également une partie de l'article dont Anne-Laure vous a parlé, sur vraiment ce lien entre la protection de l'environnement et puis les conflits armés. Et on se rend compte en fait de plus en plus que le lien est très étroit. Alors ici, vous avez une photo d'illustration qui est issue du parc du W, plus au niveau du Niger, mais on va faire un petit focus en fait à la fin de la présentation sur la réserve naturelle, non, pardon, sur la réserve de chasse présidentielle de Pama, qui est inclus dans la périphérie du complexe WAP, un complexe de protection de l'environnement transfrontalier réparti entre le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même revenir sur le contexte de cette recherche parce que ce contexte est important. Cette recherche fait partie de ma thèse de doctorat. Et lorsque j'ai commencé ma thèse de doctorat, lorsque j'ai voulu me rendre sur le terrain au Burkina Faso, je voulais travailler plutôt sur le secteur minier, sur le secteur minier industriel. C'était le secteur auquel j'étais habitué, c'était vraiment mon axe de travail. Mais en fait, quand je suis arrivé sur le terrain, les premiers retours que j'ai eus étaient que le développement minier pouvait être problématique, mais ce n'était pas forcément le premier facteur conflictuel, le premier facteur de violence. Alors maintenant, c'est à moi de prouver que c'est un facteur toujours important, mais en fait, les retours terrain, autant d'observateurs internationaux que d'acteurs nationaux, ont vraiment orienté vers les aires naturelles protégées du pays et m'ont souligné que, en fait, les deux principaux foyers de violence au Burkina Faso étaient enracinés dans les deux principales aires naturelles protégées du Burkina. Et donc, on constatait, ça je l'avais déjà également constaté lorsque je faisais le monitoring en fait de l'évolution des violences au Burkina Faso depuis le début de ma thèse, que les agents des eaux et forêts étaient une cible privilégiée des acteurs au conflit, des parties prenantes au conflit, des groupes armés, pardon, et que leur présence en fait auprès des populations était un fort facteur conflictuel. Et donc dans cette perspective, j'ai associé à mon terrain de recherche la réserve présidentielle de chasse de Pama afin de comparer comment
d'un côté, la destruction de l'environnement par l'industrie minière pouvait contribuer au conflit et comment, de l'autre, la protection de l'environnement par des aires naturelles protégées pouvait également contribuer au conflit. Donc, Maxime, est-ce que tu peux passer à la recherche, à la slide suivante, pardon. Donc c'est ça vraiment, ce focus sur les aires naturelles protégées m'a vraiment intrigué. C'était vraiment une réaction à chaud côté terrain, ce qui m'a amené aussi, il faut encore changer de slide, Maxime, voilà, ce qui m'a amené aussi à m'interroger d'une manière de plus large échelle sur les relations entre environnement et conflit armé. Avant cela, j'aimerais en fait revenir brièvement sur, non, il faut slide précédente encore, sur l'évolution des violences dans le Sahel depuis 2016. Est-ce que tu peux revenir de ça? Ouais, parfait, merci. Alors là, on a une illustration qui est publiée dans le dernier rapport de ISS Africa, donc un rapport mené par Assombo Dakono, Terou Benonim et Maïga, qu'ils ont publié en 2019 sur vraiment l'évolution des dynamiques conflictuelles dans l'Iptako-Gourma. Alors cette illustration va normalement de 2012 à 2019. J'ai voulu un peu la restreindre pour le sujet de la période temporelle qui nous intéresse. Donc, on voit ici, en fait, très bien en 2016 qu'on a quelques violences éparses qui émergent au Burkina Faso, et on le voit, c'est dans le nord du pays. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que cette partie du pays correspond à la réserve sylvopastorale de faune partielle du Sahel, qui est une aire environnementale protégée. Et donc, on voit qu'en 2017, les violences s'intensifient, et ces violences sont toujours vraiment enracinées dans cette zone. Et on voit en 2018, en 2019 que les violences explosent au Burkina Faso. Alors, on aura le temps de faire un focus sur une carte plus détaillée par la suite, mais on voit que ces violences, à partir de 2018, elles descendent dans les régions du nord et du centre-nord, mais elles vont aussi beaucoup dans l'est du pays et notamment dans certaines réserves naturelles protégées. Et l'est du pays, dans les réserves, devient également ce second foyer de violence, d'insécurité au Burkina Faso. On reviendra par la suite sur l'implantation des groupes armés dans ces zones-là. Donc, Maxime, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais avancer d'une slide? Je te remercie. Donc, ce qui est important de regarder aussi, c'est que depuis le début des violences, les agents des eaux et forêts, qui sont des gardes forestiers, font partie des premiers acteurs visés par ces violences. Mais on voit aussi que les aires naturelles protégées sont une composante importante, majeure des violences au Burkina Faso, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, et c'est également une composante importante pour la propagation des violences. Pour revenir brièvement, il est important de souligner l'implantation de groupes armés dans la réserve partielle de faune d'Assongo-Menaka, qui est une réserve au Mali, le long de la frontière nigérienne, en plein dans la région du Liptako-Gourma. On voit également que la composante de la Pendjari, la composante béninoise du WAP, est également une base arrière des groupes armés. On a eu en 2019 l'enlèvement des 2 ressortissants français dans cette réserve naturelle. Ça a fait les gros titres des journaux. L'attaque en 2020 des groupes armés contre la réserve de girafes de Kouré, où il y a eu les ressortissants français qui sont morts, qui travaillaient à Acted au Niger, ont fait la une des journaux également. Mais ça peut être aussi occulté une même attaque en 2020 qui est survenue au parc du W au Niger, donc plus au sud du pays. Et là, en fait, ce sont des ressortissants nigériens qui avaient été tués. Donc, malheureusement, les médias en ont moins parlé, mais c'est toujours d'actualité. Et on a des attaques tous les jours au Burkina Faso, voire au Niger, contre des ressortissants nationaux, même si on n'en parle pas. Il est important de souligner, si on va du côté de la Côte d'Ivoire, qu'on a eu aussi l'attaque de Kafolo en 2020, qui est à proximité du parc de la Comoé, qui est un parc qui se situe à la frontière du Burkina Faso et qui est lui-même maintenant un secteur de refuge pour les groupes armés. Mais on a eu plus récemment, et là ça fait vraiment la une ces derniers mois, c'est l'attaque de Pama, où il y a eu trois journalistes, un journaliste espagnol et deux journalistes espagnols et le directeur d'une ONG irlandais qui sont décédés suite à une attaque dans le sud-est du Burkina Faso. Et ça c'est intéressant, on va y revenir plus en détail, mais c'était une patrouille mixte FOMEC, donc une patrouille qui associait des militaires à des agents des eaux et forêts. C'était une nouvelle initiative au Burkina Faso pour lutter contre le braconnage, et on voit en fait que cela
ces gens demeurent des cibles plus que des solutions, à la fois pour la protection de l'environnement, mais aussi pour la lutte contre les violences. Mais plus récemment, on a encore vu une nouvelle attaque en 2021 au Mali contre deux agents des eaux et forêts dans une réserve qui est située à l'ouest du pays, non loin de Bamako. Donc, on voit que ces attaques sont récurrentes, que les agents des eaux et forêts sont des cibles, et là, la liste n'est absolument pas exhaustive. Donc maintenant, on va s'intéresser à savoir pourquoi ils sont des cibles et pourquoi, en fait, ces aires naturelles protégées sont source de violence dans la sous-région. Alors là, il y a une carte un peu plus détaillée des différentes réserves au Burkina Faso. On peut voir que dans le nord du pays, tout ce qui est en vert sur le nord de la carte, dans la région burkinabé du Sahel, correspond à la réserve sylvopastorale du Sahel. On voit également dans l'ouest du pays que des réserves suivent un peu la boucle du Mouron, une rivière du Burkina Faso. On voit qu'il y en a un peu dans le sud-ouest, mais on voit également que la région de l'est du Burkina Faso comporte également énormément de réserves naturelles. Alors, si on va plus vers la région de l'est du Burkina Faso, on voit que ces réserves peuvent correspondre jusqu'à un tiers de l'espace habitable. Et c'est intéressant de souligner ici que si on regarde un peu plus en détail, on voit que les foyers insurrectionnels, les foyers d'insécurité au Burkina Faso sont aussi toujours proches des réserves naturelles si on fait exception des régions du nord et du centre-nord où il y a des conflits qui sont aussi attachés à d'autres dynamiques. Est-ce que, Maxime, tu peux avancer d'une slide, s'il te plaît? Je te remercie. Alors, c'est important de souligner que je m'intéresse à cette relation entre le conflit et les aires naturelles protégées, mais il est évident que les violences au Burkina Faso et dans toute la région ne sont pas uniquement reliées aux aires naturelles protégées. En fait, il est important de souligner que les conflits sont des dynamiques sociales qui sont létales, certes, mais qui demeurent des dynamiques sociales, des enjeux politiques qui sont par essence multifactoriels, très complexes. Et donc, il n'y aura jamais une seule cause des conflits armés, il y aura une multitude de facteurs qui vont se superposer. Peut-être, Maxime, est-ce que je suis toujours avec vous? Oui, c'est bon. Est-ce que tu peux avancer d'une slide, s'il te plaît? Oui, j'ai un tout petit problème, je vais essayer. C'est bon? Je te remercie. Non, l'écran a gelé, c'est pas grave. Donc, c'est ça, c'est important de souligner en fait que ces aires naturelles protégées ne sont pas le simple facteur de violence, mais que c'est un facteur supplémentaire qui accroît la violence. Alors, il me semble que la slide suivante, lorsqu'elle apparaîtra à l'écran, va un peu exposer la revue de la littérature sur ces enjeux en fait qui associe les violences aux aires naturelles protégées. Et ce qui est important de considérer, c'est qu'il y a dans cette vision une représentation, une construction en fait de l'approche post-coloniale qui est très importante. Et aussi, on associe souvent, et ça, les chercheurs l'associent, mais les personnes sur le terrain l'associent également. Et sur le terrain, on parle à la fois des populations qui sont exposés aux aires naturelles protégées et à leur violence, mais également des analystes et des observateurs nationaux. Et donc, qui vont associer en fait cette gestion de l'environnement à une continuité un peu de l'ordre colonial. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que la slide est vraiment bloquée et qu'on n'arrive pas à passer à la suite. C'est bon, Maxime a réussi. Ouais, j'ai un petit souci moi aussi. Donc là, on voit un peu. Merci beaucoup, Maxime. Je suis vraiment désolé de la situation. Donc, là, on voit un peu cette revue de la littérature. Alors, on va passer la revue de la littérature. Ok, je vais le faire vite. Il y a Guillaume Blanc qui a publié un peu le colonialisme vert qui parlait de ces aires naturelles protégées, mais il y a toute une riche littérature en fait qui va adresser la question. Et en fait, on se rend compte que cette littérature, elle est moins en relations internationales ou en sciences politiques ou même en études de sécurité, elle est beaucoup liée également à la géographie politique, à l'écologie politique, qui étudie depuis des dizaines d'années en fait cette relation entre environnement, société humaine et les conflits politiques ou sociaux, désormais les conflits armés, qui peuvent être reliés. Donc, je vous conseille vraiment, peut-être qu'on pourra partager le PowerPoint et revenir là-dessus. Mais en fait,
je voudrais souligner aussi les excellentes études réalisées dans le cadre de l'INES, l'Institut des sciences et des sociétés du Burkina Faso. Et je pense aux études notamment menées par Akber et Gom Gimbou, excusez-moi si j'écorche le nom, Gom Gimbou, qui est un excellent professeur de l'INES, et qui ont, dans les années 90, en fait, réalisé Gom Gimbou, pardon, des études sur les aires naturelles protégées au Burkina Faso, et qui mettaient en avant, en fait, dès lors, les relations de conflit, les relations de tension et de violence qui étaient entre les agents des eaux et forêts et les populations qui étaient exposées à ces aires naturelles protégées. Une étude qui a été confirmée après par Koda Évariste, toujours dans le cadre de l'INES et du CNRST au Burkina Faso, sur cette relation de tension. On va passer à la slide suivante. Je te remercie, Maxime. Et essayer d'aller comprendre en fait pourquoi il y a un héritage colonial. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Akber et Gom Gimbou vont le mettre en avant dans leurs études au Burkina Faso, et moi c'est ressorti dans mon terrain aussi, c'est que pour les personnes, en fait pour les populations qui vivent à proximité des aires naturelles protégées, cela reste la forêt du Blanc, cela reste la forêt qui a été imposée pendant la période coloniale. En fait, ces personnes ne voient que peu de différence entre la gestion de ces aires naturelles protégées et le régime colonial, et la gestion de ces aires naturelles protégées et ces gouvernements actuels. Et même si on ne peut plus parler de gouvernements post-coloniaux, je soulignerai que je m'inscris totalement dans la thèse de Young sur la question, mais c'est aussi important de repenser cette construction de l'État actuellement, et de contrôle des régions périphériques, comme pourrait le mettre en avant Jean-François Bayard, et du recours en fait aux agents des eaux et forêts comme des personnes qui imposent la loi au quotidien dans des zones qui échappent parfois aux autres services de l'État, où il n'y a qu'une faible présence de l'État. Et donc, pourquoi on voit cette continuité entre l'exclusion environnementale et comment dire, et les aires naturelles protégées, la continuité coloniale? C'est justement parce que ces aires naturelles protégées reposent sur des exclusions environnementales, sur des réglementations qui sont externes, qui vont encadrer la protection de l'environnement, qui vont amener à délimiter des normes particulières pour gérer l'environnement, mais qui sont totalement étrangères aux populations, et qui vont parfois à l'encontre de leurs pratiques socio-économiques ou de leurs pratiques culturelles, voire politiques. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cette continuité coloniale va vraiment être associée aussi, que cette perception de la protection de l'environnement repose sur une vision, une conception non seulement occidentale de la nature, mais également très anglo-saxonne, notamment pour ce qui est de la protection de l'environnement. Alors là, c'est vraiment important de le souligner. Nous sommes dans le cadre de l'IRSEM, donc un institut français. Nous avons peut-être beaucoup de chercheurs français ou de participants français aujourd'hui, mais il y a vraiment un fossé entre la protection de l'environnement qu'on peut rencontrer en France dans certains parcs nationaux ou régionaux. Moi-même, j'ai grandi dans un parc naturel en France, et on avait une vision qui était beaucoup plus intégrée de la protection de l'environnement, avec une intégration des populations locales. Nous vivons dans les parcs naturels, nous avons des zones d'intégration qui sont beaucoup plus larges, et nous valorisons les pratiques socio-culturelles locales pour les mettre en avant comme une partie intégrante de l'environnement. Ce qui n'est pas forcément le cas dans ce modèle colonial ou dans le modèle anglo-saxon. Je vis depuis une dizaine d'années au Canada, et j'étais choqué de voir cette vision totalement différente, où l'environnement est sanctuarisé. L'environnement, quand on fait des parcs naturels, on expulse les populations des parcs naturels, et on fait vraiment comme une attraction touristique. Nous visitons les parcs naturels, il n'y a plus d'intégration socio-culturelle ou socio-économique, et c'est vraiment une vision qui est totalement différente. Et il est important de souligner que cette vision anglo-saxonne est également une vision coloniale, que l'imposition des parcs en Amérique du Nord s'est faite également dans une dynamique de colonisation, et c'est pour expulser les Premières Nations de leurs lieux de culte traditionnels, des lieux qui étaient importants pour eux. Et en fait, on voit que la dynamique de protection de l'environnement dans le processus colonial est similaire en Afrique, et on continue à reposer sur un modèle de protection de l'environnement très anglo-saxon et très post-colonial. Et donc, on va voir que ces visions de l'environnement vont vider les populations, les réserves naturelles de leur population et autres. Et donc, ce que cela engendre dans les impacts
socio-économiques et dans les structures sociopolitiques, et là je vais parler du cas du Burkina Faso et notamment de l'Est, c'est que déjà il y a une réduction, ça engendre une réduction des espaces dédiés à l'agriculture et l'élevage de manière automatique, mais on va également interdire les activités de chasse qui sont à vocation soit alimentaire, soit commerciale, mais cela exclut les populations de l'accès à la pharmacopée, aux ressources qui sont nécessaires pour construire les habitats. On va parler de la paille ou même de la terre pour torchis et autres, et parfois même pour les lieux de culte. Et là, on va parler de tous les génies ou tous les lieux de culte, la relation qui est immatérielle à l'environnement. Et cette relation immatérielle à l'environnement est également très importante pour les constructions sociopolitiques et socioculturelles de ces populations. Et donc, en fait, on va voir que, et là, si on revient aux théories de l'écologie politique, cette imposition des aires naturelles protégées, elle va engendrer des restrictions physiques, matérielles évidentes, mais ça va engendrer une transformation de ce qu'on appelle le sense of place, c'est-à-dire le rapport à l'endroit et comment les communautés humaines se construisent en fonction de leur propre rapport à l'environnement. Et ça va avoir aussi un impact considérable et ça va engendrer une transformation des tissus socio-économiques, étant donné que la plupart de ces communautés avaient des bases socio-économiques qui reposaient sur l'agriculture, sur l'élevage et autres, sur le rapport à la terre et à l'environnement. Ces débouchés socio-économiques vont être restreints pour les populations les plus jeunes. Donc, on va avoir aussi une transformation de ces structures démographiques, ce qui va engendrer par la suite une transformation des structures sociopolitiques également. Et en fait, cela est d'autant plus manifeste dans la région de l'Est du Burkina Faso que, comme je l'ai dit, ces zones d'exclusion environnementale occupent presque un tiers de l'espace et que ce tiers de l'espace de la région de l'Est du Burkina Faso va être orienté sur le tourisme de luxe ou sur la chasse à destination des étrangers. Et donc, on voit des personnes qui sont un peu frustrées dans leur accès à leur propre environnement, dans la relation à leur propre territoire, et qui voient des accès privilégiés à des Blancs ou à des étrangers qui gèrent ces espaces et à des Blancs qui viennent pour faire du tourisme de chasse, qui est un tourisme de luxe, qui n'est pas non plus donné à tout le monde, même parmi les communautés d'expatriés dans ces pays-là. Et donc, on voit que ça génère en fait une continuité toujours du modèle colonial et ça génère d'autant plus de frustration que les revenus issus de ces activités externes, exogènes, qui sont détenues par des étrangers la plupart du temps, n'ont pratiquement aucune retombée au niveau local et au contraire, les retombées qu'on observe sont l'exclusion de l'environnement et toute la violence qui accompagne la gestion de ces aires naturelles protégées. Est-ce que Maxime, tu peux aller à l'autre slide, s'il te plaît, et je vais essayer de ne pas trop durer. Donc là, pour rester sur la région du Burkina Faso, la région de l'Est, on voit un gros plan du parc du W. Le parc W, on l'appelle W parce que ça regroupe la complexe WAP. Et on l'appelle le complexe WAP parce que ça regroupe le parc du W qui est partagé entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, le parc d'Arli qui est au Burkina et le parc de la Pendjari qui est au Bénin. À côté de ces réserves d'exclusion, où sont vraiment des parcs nationaux qu'on voit en vert foncé, il y a toute une zone d'intégration socio-économique en théorie qui vont être également des zones d'exclusion où on va mettre des réserves, donc ce qui est en vert clair, on va mettre également certaines enclaves ou des zones tampons, mais aussi on va mettre des réserves de chasse, des zones de chasse qu'on voit en rouge et peut-être aussi en jaune, où sont les zones d'intérêt synégétique, qui sont de l'observation, du tourisme d'observation, mais qui a également parfois de la petite chasse. Et donc, toutes ces zones en rouge, et il y en a beaucoup au Burkina Faso, correspondent des réserves de chasse qui sont gérées, la plupart, 10 sur 11 sont gérées par des étrangers et qui vont amener, pour continuer à faire des zones d'exclusion. Et on voit la réserve de Pama qui est tout à gauche ici et au sein de laquelle est survenue la dernière attaque qui a fait la une des journaux. Est-ce que Maxime, tu peux changer de slide, s'il te plaît? Je te remercie. Alors, normalement, la prochaine carte devrait mettre en exergue. Voilà, j'ai pris cette carte qui est publiée dans un excellent article de Tanguy Kidiger, qui a publié à travers le réseau Noria. C'est une recherche justement sur l'implantation des groupes armés dans l'est du Burkina Faso et sur les relations entre l'accès aux ressources naturelles et les dynamiques conflictuelles. En fait, cette carte est très intéressante parce que nous voyons à l'est, en sud-est du Burkina, avec cette zone hachurée de vert, les réserves naturelles, et on voit en fait
en mauve ces cercles d'implantation des groupes armés qui, à part pour la zone de Gaïeri, qui se trouve sur un axe de transhumance entre le Sahel et l'Est du Burkina Faso, on voit que toutes ces zones d'implantation des groupes armés se situent dans le parc ou dans la périphérie du parc. Et on voit la zone ici qui est la plus proche de Fataïn Gourma, qui est la zone, grosso modo, où est survenue l'attaque de Pama récemment. Alors, on va peut-être avancer, Maxime, je ne vais pas trop détailler la carte, nous avons que peu de temps qui nous reste. Alors, pour revenir en fait sur cette réserve de Pama, je vais juste peut-être vous mettre en avant des perceptions, des retours de terrain qui m'ont été transmis par des personnes que j'ai interrogées ou que mes enquêtrices et mes enquêteurs ont interrogées autour justement de ces conflits entre les populations locales, riveraines de la réserve de Pama, et les agents des eaux et forêts. Alors, il faut savoir que les agents des eaux et forêts pratiquent un racket permanent des populations riveraines des parcs nationaux. Ils vont imposer des amendes en dehors de tout cadre légal. Ils vont user de violence pour racketter ces populations, leur soutirer de l'argent et autres. Et donc, on voit vraiment que c'est une gestion qui est très violente et problématique. Et donc, ce qu'on voit des riveraines des agents des réserves naturelles, là, dans le cadre de Pama, c'est qu'ils disent à cause, là, ce sont des riveraines d'une des communes aux alentours de cette réserve, qui dit que les personnes ne rentrent plus dans les zones d'interdiction, sauf si c'est par obligation. Et des fois, quand on parle d'obligation, c'est pour aller chercher du bois pour faire le foyer, c'est pour aller chercher de la paille pour faire la maison, pour faire le toit de la maison, pour le remplacer ou autre. Et elles disent que si vraiment elles y rentrent, c'est avec la peur au ventre et qu'elles vont subir des rétroactions. Et là, il y en a une de ces personnes qui dit que la somme que tu vas payer te donnera des vertiges. Tu peux même vendre 2 bœufs pour payer. Et en fait, lorsqu'elle dit que cette somme va donner des vertiges, c'est que légalement, les personnes qui contreviennent à la loi pour accéder au parc ou prendre une branche ou une ressource naturelle devraient payer une amende de quelques milliers ou dizaines de milliers de francs. Et là, en fait, c'est les sommes qui sont imposées par les agents des eaux et forêts vont représenter des centaines de milliers de francs CFA, qui sont des sommes considérables pour les populations. Et en fait, ces agents des eaux et forêts vont user du fait que la plupart des personnes sont illettrées, ne lisent pas le français et donc ne peuvent pas savoir en fait quelles sont les sommes qui sont données, qui sont imposées par la loi ou sur les tickets, sur les amendes, lorsqu'il y a des amendes papier qui sont données aux personnes. Et donc, c'est vraiment, ils usent de cela pour de la non-connaissance du droit par les populations et de la réglementation des aires naturelles protégées pour donner leur propre loi et aller racketter des sommes d'argent. Et ces personnes n'ont souvent pas les sommes d'argent en question, et donc ils vont aller prendre des bœufs, des têtes de bétail au sein des troupeaux pour les revendre ou pour les partager par la suite. Et donc, ils vont vraiment apposer une gestion qui est violente, qui est très prédatrice de ces zones, qui vont générer à des conflits importants, des tensions importantes, ces tensions peuvent se transformer, sont des conflits locaux à la base, qui peuvent se transformer en insurrections périphériques de plus large échelle. Et c'est vraiment ce qu'on observe dans le cadre du Burkina Faso, et c'est ce qu'on est en train d'observer dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le nord du Bénin également. Et là, je citerai une source que j'avais rencontré, un observateur ou un acteur de la sécurité au Burkina Faso international qui présentait en fait tout cela, qui avait fait un monitoring des violences depuis plusieurs années et de ces conflits locaux dans la région de l'Est au Burkina Faso. Il présentait cette région comme une assemblée de frustrés, et en fait, il m'a fait savoir que lui, tout ce qu'il a pu voir au travers de ses observations, c'est que les groupes armés, quand ils venaient s'installer dans ces réserves et auprès de ces populations qui étaient frustrées par les gestions prédatrices de l'environnement, que ces personnes avaient juste à dire « aidez-nous à vous aider à récupérer vos terres ». Ça veut dire que nous, on est là pour vous aider à avoir un nouvel accès à l'environnement, de retrouver votre liberté au sein de votre zone. Et donc, en fait, on voit que partout où ils passent, partout où les groupes armés s'implantent, ils prennent pour cible les gardes forestiers, ce qui est applaudi par les populations locales et qui sont désormais libérées de cette gestion violente et prédatrice, même si les populations locales vont toujours témoigner leur fort attachement à l'environnement, aux parcs nationaux, à la protection de l'environnement, et sont également très frustrés de voir d'autres populations qui sont
non autochtones, mais qui viennent de l'intérieur du Burkina Faso ou d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest et qui vont venir exercer une prédation sur les ressources naturelles, que ce soit par leur paillage ou par l'accès. Est-ce que Maxime, tu peux revenir d'une slide, s'il te plaît, ou que ce soit par la coupe du bois et autres. Et donc, en fait, alors et juste pour revenir, juste Nicolas, je suis désolée de t'interrompre. Si on pouvait conclure oui, pour avoir ok, le temps de pardon, je suis répondre aux désolé, questions. je dépasse de 7 minutes déjà. Alors, est-ce que tu peux aller à l'autre slide, la dernière, juste pour conclure, en fait, on voit que toutes ces aires naturelles protégées se situent en Afrique de l'Ouest, se situent dans des zones frontalières, que ce soit la Comoé en Côte d'Ivoire, que ce soit la Pendjari au Bénin, ou même transfrontalière au niveau du Burkina Faso, à Songos au niveau de la frontière. Et on voit que ces implantations, toutes ces frustrations locales, ces conflits localisés vont ouvrir des fenêtres d'opportunité pour l'implantation des groupes armés qui vont user de la violence pour chasser les agents des eaux et forêts, pour se présenter comme soit des facilitateurs au conflit, donc ils vont instrumentaliser les conflits locaux, mais parfois ils vont user de médiation aussi. Ils ne vont pas que faire de l'instrumentalisation, ils vont permettre de réaliser des médiations entre des conflits locaux et d'ouvrir de nouvelles modus operandi, enfin de nouvelles normes de gestion et d'accès à l'environnement. Mais c'est également important de dire que ces zones de protection de l'environnement sont également sur des zones de trafic, des zones de trafic internationaux, de contrebande qui étaient préexistantes, mais ils vont s'associer à ces groupes, à ces acteurs qui animaient ces trafics-là. Et donc, le contrôle des parcs nationaux va permettre également de contrôler les routes de transhumance et les routes de trafic, mais également parfois des zones d'orpaillage qui se situent à l'intérieur même de ces aires d'espace protégés. Donc, c'est ça. Ces zones désormais de protection de la nature peuvent servir de point de repli parce que ce sont des zones denses au sein desquelles les groupes armés peuvent se protéger avec un accès difficile en raison de la végétation. Mais c'est également aussi des zones de conquête et des zones clés pour ouvrir l'influence des groupes armés vers de nouveaux pays et notamment les pays du Golfe de Guinée. Ça sera tout pour moi. Je vous remercie de votre écoute et je m'excuse du temps dépassé. Merci Nicolas pour cette présentation très dynamique. Alors, on va passer aux questions, ce qui va nous permettre de revenir sur certains éléments que tu n'as peut-être pas eu le temps d'aborder plus en profondeur. Alors, la première question, donc comme je l'ai dit, vous pouvez poser vos questions dans la fonction Q&R de façon anonyme ou non anonyme. Alors, la première question de la part de Damien, qui a travaillé apparemment, a priori, sur des sujets similaires au Bénin, demandait si vous avez pu étudier la gouvernance de cette zone tampon et la façon dont ils sont associés ou non les collectivités territoriales comme les communes, intercommunalité et les chefs de village. Alors, au Bénin, non. J'ai essayé d'adresser un peu la question au Burkina Faso et je remercie Damien pour cette question parce que c'est quelque chose qui est très intéressant et très important à étudier et qui n'est pas assez étudié actuellement. Je n'ai pas eu le temps de l'étudier en profondeur, mais dans mes enquêtes de terrain pour PAMA, j'ai demandé justement, on a posé des questions au maire de Pama, on a posé des questions aux chefs de village des communes, on a posé des questions aux CVD, aux agents de développement local. En fait, ce qui est dans ces zones tampons, ces zones d'intégration, et là on va parler des réserves de chasse, et c'est peut-être pas la même chose que les zones tampons qu'il y a au Bénin autour du parc du W. Mais ces réserves de chasse, en fait, sont des zones d'exclusion des populations qui n'ont pas du tout accès à l'environnement et en fait qui sont interdits de pénétrer dans ces réserves de chasse. Et donc la gestion n'est pas du tout par le bas, n'est pas collective. Il n'y a pas en fait d'intégration des populations dans la gestion de la réserve de chasse. Mais ce que font les populations en fait, qu'elles ont fait de manière avec pas mal de succès, c'est de créer ce qu'on appelle les ZOVIC au Burkina Faso. Ce sont des zones d'observation. Alors, c'est des zones villageoises synergétiques. En fait, ce sont des zones de protection de l'environnement qui sont gérées par le bas, des initiatives des communautés locales pour créer leurs propres réserves. C'est des réserves de chasse au petit gibier, mais également des réserves d'observation pour attirer également des touristes, peut-être d'une autre nature que les personnes qui font des safaris dans les zones de chasse, parce que les zones de chasse sont des safaris, il ne faut pas se le cacher, c'est exactement la même dynamique. Et ces ZOVIC, en fait, vont avoir une meilleure gestion, une gestion plus intégrée parce qu'elle est initiée par ces communautés locales qui vont permettre d'avoir un retour financier, un partage des revenus de la ZOVIC
mais ça va également permettre de créer des zones de pâturage qui vont permettre de concilier les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc, alors, je suis désolé de ne pas répondre à ta question, Damien, et d'avoir juste un petit aperçu sur mon étude de cas lorsque j'ai réalisé le cas. Je vais peut-être, avant, je vais prendre les autres questions, mais moi, j'avais une question un peu liée à celle-ci, donc je vais juste en profiter sur les Je t'en moyens prie. de résistance et les moyens d'action de ces populations. Donc là, vous en avez donné un exemple avec la mise en place de ces zones. Il y a la question de rejoindre potentiellement des groupes armés, mais je me demandais s'il y avait des mobilisations collectives, enfin, s'il y avait d'autres formes d'action qui étaient Alors, menées pour c'est lutter contre ça. exactement. Pardon, alors je suis désolé de te couper. C'est C'est bon. exactement ce que disait en fait la source internationale quand il parlait de l'Assemblée de frustrés. C'est à savoir que pendant la région de l'Est au Burkina Faso, pendant plusieurs années avant l'explosion des violences, il y a eu des mobilisations sociales importantes. Il y a eu des manifestations. Ce n'était pas uniquement autour des aires naturelles protégées, ça partait d'un mécontentement, d'une frustration beaucoup plus généralisée. Et en fait, cette frustration était très dense dans les sociétés burkinabées de l'Est du pays. Et il faisait savoir, il y avait des retours, il y avait des mobilisations qui allaient aborder également tout un tas d'autres facteurs sur la mauvaise présence de l'État ou la non-présence de l'État. Mais il y a eu ces mobilisations qui n'ont pas été prises à l'écoute par les acteurs nationaux ou internationaux de la coopération. Et il y a également, en fait, au niveau de la résilience, de la résistance, c'est assez dur, en fait, de résister. Je reprendrai le titre d'un rapport de Lucas Ranieri sur la région du Sahel au Burkina Faso qu'il a publié avec International Alert. C'est face à un fusil, que peut-on faire? Ça veut dire que comme quand les personnes qui subissent la violence, en fait, subissent une violence qui est totalement asymétrique, où il y a des agents des eaux et forêts qui peuvent tuer votre enfant s'il rentre dans la forêt. Le chef du village que j'avais interrogé, riverain de la réserve de chasse de Pama, disait mon propre fils est rentré dans la forêt, il n'y est jamais rentré. Il sait qu'il a été tué par les agents des eaux et forêts. Les personnes connaissent des gens, des proches qui sont tués. Il y a des cas où les agents des eaux et forêts rentrent dans des villages, brûlent des maisons, agissent de manière extrêmement violente et létale. Et en fait, il y a eu des résistances. Elles ne sont pas prises en compte au niveau politique, au niveau de la représentation politique. Il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de conciliation qui sont faites pendant des années. Et les résistances sont des conflits localisés où les populations vont aller brûler, vont s'attaquer à la représentation des eaux et forêts, ce qui était arrivé à Pama avant même l'arrivée des groupes armés, où ils vont brûler des postes des eaux et forêts à l'intérieur des parcs nationaux, ce qui est arrivé aussi dans l'Est. Et donc, on voit qu'il y a cette frustration, elle était vraiment très intense. Les groupes armés, quand ils arrivent, dont déjà, ce ne sont pas des groupes armés externes, c'est des gens qui sont issus de ces environnements, qui vont créer des réseaux locaux, des petites cellules de combattants qui vont se lier aux dynamiques périphériques régionales. Et donc, en fait, on voit que là, il y a tout un contexte, une fenêtre d'opportunité qui est déjà ouverte et qui va amener à la propagation de ces violences. Et ces conflits localisés vont se regrouper les uns aux autres de manière un peu imagée, mais vont s'interconnecter pour générer des zones d'insécurité, des zones d'insurrection beaucoup plus périphériques, enfin, de plus large échelle, pardon. Alors, on a eu toute une série de questions. Alors, Alain Antil qui demande quelles sont les nationalités des propriétaires des zones de chasse? Alors, les zones de chasse, alors la liste n'est pas exhaustive au Burkina Faso. Il y a une zone de chasse qui était tenue par un Burkinabé qui était également membre du gouvernement. À l'époque où j'ai fait l'enquête, je ne sais pas s'il est toujours membre du gouvernement, mais en fait, les zones de chasse sont beaucoup tenues au Burkina Faso par des intérêts. Il me semble qu'il y a beaucoup de Libanais qui détiennent ces zones de chasse, mais ce qui est important de préciser, c'est que la communauté économique libanaise est très présente en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso. Ce sont peut-être les acteurs économiques étrangers les mieux intégrés à la société burkinabé, parce que je ne veux pas non plus les dénigrer, ce ne sont pas les Canadiens ou les Russes qui viennent développer des entreprises minières ex-nihilo qui repartent sur 10 ans. Ces personnes sont là depuis des dizaines d'années et ils sont là pour rester. Ils sont vraiment très bien intégrés, ils ont des commerces dans toute la ville et ils participent au dynamisme économique du pays. Et ça, c'est important de le souligner, mais c'est aussi important de souligner que ces réserves de chasse sont détenues par des acteurs étrangers qui ne se comportent pas forcément de la bonne manière. Et parmi les nationalités les plus représentées, c'était le cas en 2018, je pense que c'est toujours le cas, il y a les intérêts économiques libanais. Okay, merci. Alors, on a une autre question. D'où vient cette gestion à l'anglo-saxonne dans des pays qui sont de tradition de droit français? Qui a créé ces parcs?
Et est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du tourisme dans ces zones actuellement? Alors, cette gestion anglo-saxonne, elle vient, et là, il faudrait revenir au PowerPoint sur la littérature avec, il me semble, je ne vais pas écorcher le nom non plus, Van Hoven, Van Hoven, qui explique en fait la construction de la représentation de l'imaginaire occidental autant anglo-saxon que latin, sur la nature en Afrique. Et en fait, il va expliquer toute cette perception, cette représentation qui est très raciste, et également sur l'Afrique comme la terre des origines, comme cette nature primitive, inviolée, inviolable, qu'on doit préserver. Et c'est un peu cette vision narrative, si on regarde les films classiques comme Aux sources du Nil ou autres, de l'exploration occidentale coloniale, où on va sanctuarifier l'environnement. Et dans cette gestion coloniale, si on prend le modèle anglo-saxon qui a très bien marché en Amérique du Nord, il y a aussi préserver l'environnement, imposer des zones de protection de l'environnement comme une imposition du droit et de la violence. C'est-à-dire qu'on va contrôler ces zones, on va dire que ces zones sont d'intérêt international ou d'intérêt pour l'humanité parce que ce sont de l'environnement, elles font partie de la protection d'écosystèmes interreliés ou autres. Et donc, on va devoir avoir un droit de regard dessus, parfois en imposant des normes, des visions exogènes. Et c'est également une zone de contrôle politique ou de contrôle sécuritaire par laquelle on intervient. Et donc, le modèle colonial vient de là, avec une influence anglo-saxonne très forte sur la représentation de la nature en Afrique et dans les colonies en général. Et on va aussi l'utiliser comme un recours au contrôle des populations, au contrôle du territoire. Et c'est vraiment cette dimension de contrôle aux populations, au territoire qui est restée avec l'État post-colonial et qui demeure aussi présente aujourd'hui. À ce sujet-là, je voudrais dire, c'est important de le souligner, que cette gestion des réserves naturelles par les agents des eaux et forêts également donne lieu à un trafic mafieux très important au Burkina Faso sur la gestion des routes de transhumance et des troupeaux en fait de têtes de bétail, de bœufs, majoritairement traditionnellement associés à la communauté Peul. Mais les agents des eaux et forêts vont transformer certaines zones d'aires naturelles protégées, comme la zone qui est plus au centre-sud, au nord du ranch de Nazinga, ça va être des zones, en fait, des parcs à bétail, des parcs à bœufs, où les agents des eaux et forêts vont négocier l'entrée illégale, informelle des troupeaux de bœufs pour aller les faire paître dans certaines zones, et ils vont prendre des frais faramineux pour cela, et ces frais vont rentrer dans une économie informelle, et il serait très naïf de penser en fait que les agents des eaux et forêts arrivent à mettre en place ce trafic, ce détournement de la loi à leur propre profit sur l'ensemble du pays, sans qu'aucune autorité burkinabé n'y soit associée. Et donc, c'est très important aussi de le souligner, ça rentre dans la perspective de contrôle post-colonial en fait, de ces zones d'espace de protection de l'environnement. Et au niveau du tourisme, en fait, ces zones ne sont plus accessibles aux internationaux. Au Burkina Faso, ce sont des zones où on ne peut plus y aller. Et donc, le tourisme, c'est hors de question. Et si vous voulez faire du tourisme là-bas, vous allez sûrement, dans un premier temps, vous faire rattraper par les services de sécurité de votre propre pays qui vont déjà vous demander qu'est-ce que vous faites au Burkina Faso. Et les Burkinabés eux-mêmes, lorsqu'ils ne proviennent pas de la région ou lorsqu'ils sont associés à certaines autorités, ne vont plus là-bas. Donc, ces zones sont devenues inaccessibles pour la majorité des personnes. Et donc, si vous êtes issu des communautés riveraines, peut-être que vous pouvez y accéder. Et encore une fois, si vous n'êtes pas associé à certains services gouvernementaux. On le voit très bien dans l'attaque de Pama, qui était où les Blancs, les internationaux sont associés à l'initiative FOMEC. Alors, pour rappel, hein, FOMEC est une initiative de lutte contre le braconnage initiée en partenariat avec des acteurs internationaux, où on voulait associer des agents des eaux et forêts avec des forces de défense de sécurité, les FDS, pour renforcer la protection des agents des eaux et forêts, entre guillemets, pour renforcer aussi cette coercition ou cette lutte anti-braconnage. Dans la lutte anti-braconnage, on voit aussi la lutte contre les groupes armés. Lorsque les internationaux ont voulu se rendre dans la zone de Pama pour réaliser leur reportage et leur communication sur cette initiative FOMEC, en fait, les agents des eaux et forêts ont refusé de s'associer au déplacement en jugeant la situation trop dangereuse. Ils connaissaient le terrain, ils savaient qu'eux, ils ne pouvaient pas y aller, qu'ils allaient se faire attaquer, et donc ils ont refusé de prendre part à cette mission et à ce déplacement, et la suite des choses leur donne raison. Merci. Alors, on a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on arrivera à tout y répondre.
Caroline Lunvan de l'AFD, qui demande si votre recherche vous a permis d'étudier le profil des agents des eaux et forêts pour comprendre un peu les motivations des comportements de raquettes. Est-ce qu'ils sont originaires d'autres régions du Burkina? Est-ce qu'ils ont des liens avec les populations de la zone? Voilà. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait une enquête psychologie ou sociologique ou anthropologique approfondie. Moi, j'allais vraiment regarder les liens entre ressources naturelles, conflits armés, et donc je n'ai pas pu rentrer en profondeur dans ces questions qui sont très intéressantes. Et je remercie cette personne de la soulever. Alors, j'ai des éléments de réponse, mais il faudrait des recherches beaucoup plus approfondies, peut-être, ou qui sont déjà existantes par des collègues universitaires de la région. Mais en fait, globalement, de ce que moi j'en ai pu en comprendre, et de ce qui me semble, mes collègues aussi me disent, c'est que ces agents des eaux et forêts ne sont pas, la plupart du temps, ne sont pas issus des régions, parfois ne parlent pas les langues locales. Alors ça, c'est vraiment le cas dans la région du Sahel, qui sont confrontés plus aux communautés Peul, mais il me semble que c'est aussi le cas dans l'Est, où ces personnes dans l'Est, où les populations locales sont de tradition gourmandché, donc moins rattachées au pouvoir central, beaucoup plus proches des communautés Mossi au Burkina Faso. Et donc, la plupart du temps, les agents des eaux et forêts qui viennent ne sont pas issus des communautés. Alors, ça peut arriver qu'il y en ait, mais ce n'est pas le cas normalement. Et ces personnes, au niveau de leur profil sociologique ou de leur parcours de vie, je pourrais moins en dire, mais ce sont des personnes qui deviennent fonctionnaires, membres des forces de sécurité. Les agents des eaux et forêts sont des membres des forces de sécurité, ils sont armés, ils sont considérés comme un corps armé représentant la loi au Burkina Faso. Et sont des personnes qui rentrent dans ces corps comme ils rentreraient dans la police ou autre pour avoir déjà un travail sécurisé de fonctionnariat au Burkina Faso qui va permettre d'avoir une rentrée d'argent beaucoup plus régulière et autres. Et donc, je ne pourrais pas faire un profil psycho de ces personnes, mais en fait, leurs rémunérations ne sont pas non plus mirobolantes et le fait d'imposer une prédation envers ces communautés, c'est également un fait d'enrichissement personnel. Alors, à ce sujet-là, il y a des études de criminologie qui ont parlé de la violence en fonction des facteurs psychologiques ou des équilibres de chaque personne. Je ne sais absolument pas. Et ce qui est important de souligner, c'est que tous les agents des eaux et forêts ne pratiquent pas cette prédation. Tous les agents des eaux et forêts ne sont pas violents. Ce sont certains éléments qui profitent de leur position de pouvoir pour commettre des abus et des prédations. Et ce sont ces éléments-là qui vont générer les conflits. Mais globalement, ils ne sont pas proches des communautés dans la plupart des régions du Burkina Faso et parfois ils ne parlent même pas la langue avec ces communautés, notamment quand ils viennent d'être affectés dans les zones. Et ça c'est des cas qu'on m'avait racontés dans la région du Sahel au Burkina Faso où des personnes qui se font contrôler ont du mal même à communiquer avec les agents des eaux et forêts. Et c'était la suite de la question. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place par l'État pour lutter contre ces comportements de prédation? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout… Il y en a, et il y en a qui ont été mises en place. Et je mentirais si je dis que ça n'a pas été le cas. Et il y a sûrement des personnes au gouvernement qui prennent en compte ces enjeux. Quand je discutais avec le directeur de l'OFINAP, qui est l'Office des aires naturelles protégées, lui-même soulignait, bon, il n'est pas responsable des eaux et forêts, mais lui-même soulignait en fait ces comportements de prédateurs, soulignait le régime colonial ou néocolonial qui perdure au travers de ces aires naturelles protégées et soulignait l'importance de mettre en place des mécanismes pour anticiper ces conflits ou les résoudre. Il y a eu d'autres initiatives comme la mise en œuvre de la police de proximité qui était au Burkina Faso, qui était une police qui était destinée justement à faire le lien entre les forces de sécurité, les agents des eaux et forêts et les communautés au niveau local. Sauf que quand on va dans les bureaux de la police de proximité, on voit déjà que ces bureaux sont un peu excentrés, qu'ils sont peut-être sous-financés et qu'ils ne sont pas forcément pris en considération où ils n'ont pas de moyens d'action vraiment importants et donc ils n'ont pas le moyen de se déployer au travers le Burkina Faso et d'avoir leur rôle de médiateur. Et peut-être que cette police a été créée en partenariat avec des acteurs, des coopérants ou des partenaires de coopération au niveau international, mais en fait, leur mise en œuvre au Burkina Faso a été vraiment moindre. Et dans cette perspective, il ne faut pas oublier que s'il y a un trafic qui existe avec les agents des eaux et forêts et qu'il y a des revenus qui sont issus de cette prédation,
ils ne sont pas restreints uniquement aux agents qui sont sur le terrain et que cela implique avoir des réseaux qui œuvrent de manière totalement informelle et illégale au sein même de la construction du politique et de l'autorité au Burkina Faso. Merci. Alors, Séverin Yaou Pouamé qui demandait si, tout comme il a été question de gouvernance rebelle dans les zones sous contrôle de rébellions armées en Afrique, est-ce qu'on pourrait conceptualiser une gouvernance extrémiste ou terroriste de ces aires protégées? Voilà une question théorique sur est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait concevoir? Alors, ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en avant et privilégier? Je ne sais pas. Moi, je suis dans l'analyse, je ne suis pas dans la proposition de solution, mais si c'est quelque chose qu'on observe qui existe déjà, oui, et tout à fait. Mais à ce niveau-là, il faudrait peut-être tempérer les propos tenus, parce qu'on va parler de terrorisme ou d'extrémisme, mais les gens dans les zones qui ne prennent pas au groupe armé ne sont pas des terroristes, ne sont pas des extrémistes. Toutes les études en fait, qui ont été réalisées sur l'engagement des jeunes, des plus jeunes et des populations envers les groupes armés ne mettent pas en avant le fait religieux ou le caractère du terrorisme, mettent en avant des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux de violence subite. Et là, on pourra peut-être se rapprocher plus du modèle mis en avant par Calivas sur les conflits civils, les guerres civiles, où on voit que les personnes entrent au conflit, choisissent une partie prenante du conflit, comment dire, une des parties au conflit, non pas pour créer de la violence, mais pour mieux gérer la violence contre laquelle ils sont exposés. Ça veut dire qu'on va être dans la gestion de la violence ou la gestion de sa propre protection. Donc les gens vont voir, les populations locales, elles ont parfaitement conscience de la violence de ces groupes armés. Elles ont parfaitement conscience de la violence des forces de défense et de sécurité lorsqu'elles sont la cible de discrimination systémique et de violence systémique. Et donc, à un moment donné, elles vont essayer de faire un choix entre est-ce que je vais mieux gérer cette violence si je vais vers les groupes armés ou est-ce que je vais mieux gérer cette violence si je vais vers les forces de l'ordre nationales. Et ils ne vont pas gérer la violence qu'ils vont eux-mêmes mettre en œuvre, mais la violence à laquelle ils sont exposés. Ils et elles sont exposés. Maintenant, quand on voit c'est les parties prenantes au conflit des groupes armés, on voit qu'il il y a du politique dedans. Il y a des jeunes qui ont vu leurs parents se faire tuer, qui ont subi eux-mêmes les violences, ou qui n'ont pas d'autres débouchés sociaux ou économiques en raison de cette gestion prédatrice de l'environnement. À un moment donné, alors j'arrive plus à retrouver l'information au niveau de la presse, mais quand j'étais sur le terrain, j'avais vu passer cette information, on me l'avait confirmé au travers de sources sécuritaires, c'est qu'au niveau de la réserve de chasse de Pama, à un moment donné, quand les forces de défense et de sécurité ont affronté un réseau armé, un groupe armé dans la région, et qu'ils ont tué cette petite escouade de groupes armés, parmi les victimes, enfin les personnes qui sont décédées et qui étaient issues du groupe armé, il y avait un conseiller municipal de la ville de Pama. Donc on voit qu'on n'est pas dans l'extrémisme, on n'est pas dans l'idéologie du terrorisme, de l'islamisme ou autre. Ça n'a rien à voir. On est plus sur des enjeux sociaux, des enjeux politiques, des enjeux de gestion de l'environnement. Et quand on parle que ces groupes armés présentent des modèles de gestion de l'environnement, oui, ils le font. Ils arrivent, ils disent clairement, texto aux personnes, aux populations, cette forêt ne vous appartient, elle n'appartient pas aux Blancs, elle n'appartient pas à l'État, elle vous appartient à vous-même. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de rentrer dans la forêt, d'y accéder comme vous voulez. Même si dans la région du Sahel, il y a aussi une gestion où les groupes armés vont essayer de réguler cet accès et de l'encadrer en fonction de leur propre représentation de la protection de l'environnement. Ce qui est aussi important de souligner, et là c'est pour ça que je disais au début de l'intervention de la conférence que il n'y a jamais un seul enjeu conflictuel et c'est une superposition de facteurs et c'est vraiment le cas aussi pour la réserve de Pama, c'est que dans la réserve de Pama, il y a des sites d'orpaillage qui sont importants, qui donnent bien et en tant que site protégé, les gens n'ont pas le droit d'aller extraire l'or à ce niveau-là. Donc les groupes armés, quand ils arrivent dans la réserve de Pama, ils ouvrent l'environnement, les réserves naturelles pour que les personnes puissent aller cultiver, pour que les personnes puissent aller prendre du bois, pour que les personnes puissent aller faire paître leur bétail, ça c'est très important, et également pour que les personnes puissent aller pratiquer leur paillage. Sauf que ce qu'on voit, c'est que les personnes qui font paître le bétail ou qui vont faire pratiquer leur paillage, majoritairement, ce ne sont pas des personnes issues des communautés riveraines de Pama, ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur aussi, ce qui va donner
une autre dynamique et peut-être d'autres tensions et de dynamiques conflictuelles très localisées entre les personnes allochtones et les personnes autochtones. Donc, c'est des enjeux qui sont aussi importants à prendre en compte, mais le contrôle des sites d'orpaillage va donner une légitimité supplémentaire aux groupes armés et vont leur donner également des revenus potentiels et renforcer leur emprise aussi ou leur interconnexion avec les routes de trafic internationales et avec également les réseaux de criminalité internationale. Et aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est qu'au Sahel, en Afrique de l'Ouest, les deux groupes armés et criminalité transnationale se superposent de manière assez flagrante. Alors, c'est parfait parce qu'il y avait une question sur les zones d'orpaillage justement et leur rôle dans la reproduction des conflits. Peut-être que du coup, on peut en parler un peu plus. Vous disiez que ce sont des gens de l'extérieur qui vont faire de l'orpaillage. C'est qui exactement? Ils viennent d'où? Peut-être quelques précisions là-dessus? Oui, alors c'est important. Moi, dans tous les entretiens que j'ai effectués autour de PAMA, les populations qui venaient de communes riveraines soulignaient la violence de la gestion de l'environnement et soulignaient aussi leur attachement profond au parc et leur reconnaissance envers cette structure qui a permis de préserver l'environnement, qui amène des avantages socio-environnementaux très importants. Maintenant, ce qui est important de prendre en considération, c'est que l'orpaillage au Burkina Faso et de plus en plus dans la sous-région correspond à une débouchée économique professionnelle très importante. C'est-à-dire que globalement, quand on prend les chiffres, après les activités traditionnelles d'agriculture et d'élevage, l'orpaillage est le premier pourvoyeur d'emploi au Burkina Faso. Et c'est le premier pourvoyeur d'emploi en dehors justement de l'agropastoralisme et de la dépendance aux terres ou autres. Et c'est d'autant plus important qu'on a une pression foncière et une pression démographique qui font que cet accès se restreint. Et cet orpaillage, en tant que premier pourvoyeur d'emploi, n'est pas que faiblement contrôlé par l'État, lorsque ce n'est pas du tout contrôlé par l'État, et de plus en plus vient du secteur informel, donc les gens ne payent pas d'impôts, ou le fait que les gens vont revendre de l'or auprès de comptoirs qui ne sont pas officiels. Pardon. Excusez-moi. Il faut savoir qu'au niveau du développement minier, les dernières législations au Burkina Faso ont voulu faire une place beaucoup plus importante à l'industrie extractive et minimiser le rôle de l'orpaillage. Donc, donner cela à l'exploitation d'intérêts étrangers, internationaux. Et l'État, par cette occasion, a voulu réduire l'accès au comptoir pour réduire en fait la capacité des gens à vendre le produit de l'orpaillage. Et ce qu'on observe, c'est que maintenant, en fait, l'orpaillage, tout l'or qui est issu de la production aurifère, qui est issu de l'orpaillage, va être vendu dans d'autres comptoirs, d'autres pays de la sous-région, notamment le Togo. Mais pour revenir à la question, en fait, c'est important de voir que ce dynamisme de cet orpaillage est très dynamique. Et en fait, les gens qui sont sur des sites d'orpaillage ne sont pas uniquement des communautés locales, mais ils sont drainés de l'ensemble du Burkina Faso, voire de la sous-région. Et on a des gens qui vont pratiquer l'orpaillage, et ça, c'est vraiment important de le préciser. Il y a deux types d'orpaillage et de pratiques de l'orpaillage. Il y a l'orpaillage de subsistance, qui est un orpaillage qui peut être pratiqué par des communautés riveraines au site d'orpaillage et qui est beaucoup plus traditionnel et qui est pratiqué de manière de plus longue durée, depuis plus longtemps. Et cet orpaillage de subsistance va être fait à côté de la pratique de l'agriculture, du pastoralisme ou autre. Ça va être un orpaillage pour compléter les revenus quand les récoltes n'ont pas donné ou quand on a besoin d'un gros imprévu financier, on a besoin d'argent rapidement, on va aller pratiquer l'orpaillage pour essayer de trouver cet argent. Donc ça, c'est un orpaillage de subsistance qui est pratiqué par les communautés riveraines. Maintenant, il y en a un orpaillage qui est professionnel. Et ça serait vraiment insultant et condescendant de dire que c'est de la pratique ça, même de l'orpaillage ou de l'exploitation informelle. Oui, c'est informel parce qu'il n'y a pas de contrôle étatique dessus, mais ce sont des gens qui sont très professionnalisés, qui vont creuser des trous de dizaines de mètres de profondeur, qu'il va y avoir toute une organisation derrière. Les gens sont formés pratiquement dans ce domaine et il y a aussi des évolutions de carrière dans cette pratique de l'orpaillage, où on peut juste aller creuser et puis finir aussi propriétaire de trous ou aller dans des réseaux plus de rachat de l'or, ou etc. Et donc, cet orpaillage qui est très professionnalisé, qui est très codifié, en fait, les gens qui le pratiquent ne sont pas des communautés riveraines et les gens vont s'installer d'exploitation. Quand il y a une opportunité d'un nouveau filon qui est mise à jour,
on va pouvoir essayer peut-être d'aller acheter un trou pour aller l'exploiter ou essayer de se projeter dans ces zones d'orpaillage. Donc, c'est cette pratique beaucoup plus professionnelle qui va drainer des gens du Burkina Faso et de la sous-région pour aller exploiter les sites d'orpaillage. Et quand on voit sur les localités, comme c'est le cas dans le Sahel, mais comme ça peut être ça, là on a peu de sources, mais il faudrait creuser la question, mais comme ça peut être aussi le cas dans la réserve de Pama, c'est que les propriétaires de trous sont parfois des personnes qui sont externes aux communautés locales et les personnes qui vont être recrutées pour creuser vont plutôt être des personnes qui vont peut-être être issues de la zone, qui vont aller avoir besoin d'argent, qui vont aller sur le site et qui vont se faire payer de cette manière. En tout cas, c'est ce que m'expliquait un orpailleur que j'avais rencontré à Ouagadougou qui revenait d'une zone d'orpaillage à proximité d'Inata, de la mine d'Inata dans le Sahel. Merci. Alors, on va prendre quelques minutes supplémentaires pour faire quelques questions supplémentaires jusqu'à 11h10 à peu près. Alors, une question de Pierre-Élie de Rohan de l'International Crisis Group. Les effets du changement climatique contribuent-ils à exacerber les tensions à l'œuvre au sein de ces zones protégées? Et si oui, est-ce que vous aurez un exemple concret de ce type de dynamique? Alors oui, d'accord. Je repense à ICG. Je ne sais pas si c'est cette personne, mais je sais qu'il y a une personne à ICG qui est très portée justement sur cette question des conflits armés, des changements climatiques au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Alors, moi, je suis également porté sur cette question et indirectement, j'aurais envie de dire oui, tout à fait. Mais est-ce que les changements climatiques vont avoir un lien de causalité direct sur les conflits armés? C'est une autre question. Et encore une fois, il n'y a jamais un unique facteur qui vont permettre d'accentuer les conflits armés ou qui vont générer les conflits armés. Mais les changements climatiques, ils vont exacerber ces tensions et ces conflits locaux dans le sens où elles vont réduire également, associées à la pression foncière, elles vont réduire l'accès à l'environnement parce qu'on va avoir moins de pluie, on va avoir plus de sécheresse, on va avoir une dégradation des conditions d'exploitation agro-pastorale et donc forcément, ça va réduire les capacités pour l'agro-pastoralisme, pour les populations locales d'œuvrer dans ce domaine-là. Et donc, quand on a des réserves naturelles qui sont à proximité, qui vont être des réserves au niveau hydrique, au niveau de l'eau, mais également au niveau des réserves de faune et de flore, oui, on va vouloir accéder à ces zones-là pour faire paître le bétail, pour aller chercher du bois ou pour chercher de l'eau, etc. Donc, quand on associe ça, les changements climatiques, avec la pression foncière, la pression démographique, on voit que du coup, il y a une pression qui est beaucoup plus accentuée pour l'accès à ces aires naturelles protégées qui font vraiment aussi leur travail de protection de la nature et qui sont des réservoirs environnementaux très importants. Donc, dans une moindre mesure, oui, mais il faudrait plus de détails approfondis sur la question. Et là, je renverrai au dernier rapport de Luca Ranieri qui a été publié en 2020, il me semble, avec l'Union européenne, qui traite vraiment de cette question en Afrique de l'Ouest et au Sahel sur cette pression des changements climatiques au niveau local et au niveau des violences. Merci. Alors, j'ai malencontreusement supprimé la question de quelqu'un que je voulais poser ensuite, mais donc je vais la réinterpréter. Je m'en excuse. Alors, la question portait sur la façon dont l'État s'appuie sur les agents des eaux et forêts dans cette zone. Et je dirais de façon générale, un peu dans ces zones où du coup on a des acteurs terroristes, en tout cas des groupes armés. Quel est le rôle d'autres acteurs comme les militaires? On a vu, vous parler de la FOMEC. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres acteurs que ces agents des eaux et forêts que l'État va envoyer pour lutter contre ces groupes armés ou ce sont eux qui se retrouvent finalement en première ligne et la situation reste comme ça? Alors, au niveau du rôle de l'État, et là, c'est aussi important de faire peut-être une précision, une distinction au niveau des aires naturelles protégées. Il y a plusieurs types de cadres juridiques qui entourent ces aires naturelles protégées. Et quand on prend la réserve du Sahel, en fait, les populations habitent dans le Sahel et il y a des FDS, des agents des forêts, qui sont actifs dans le Sahel. Quand on prend la réserve naturelle protégée du WAP, au niveau du sud-est du Burkina Faso, il y a des zones d'exclusion totale de l'environnement où les populations n'y habitent plus. Et donc, les FDS n'ont plus de raison d'y aller et ce sont les agents des eaux et forêts qui encadrent ça. Mais au niveau en fait, de la relation avec l'État,
les agents des eaux et forêts avaient cette mission de protection de l'environnement et à laquelle s'ajoutait une force de coercition, une force de police coercitive. Maintenant, les agents des eaux et forêts ont été une partie du problème par lequel est arrivé les violences qui ont suscité en fait l'accentuation des bassins de recrutement des groupes armés et qui ont facilité leur insertion au niveau des localités. Maintenant, ces agents des eaux et forêts ne sont pas des forces antiterroristes. En fait, elles se replient. Quand les groupes armés arrivent sur zone et prennent possession du territoire et on renforce leur intégration sociale, en général, les agents des eaux et forêts se replient, ils fuient parce que sinon, ils sont abattus. Ils ne vont pas s'exposer aux groupes armés. Et maintenant, ce sont les forces de défense et de sécurité, les FDS, qui vont intervenir, rentrer en conflit dans les dynamiques conflictuelles qu'on connaît actuellement de Burkina Faso, qui vont combattre les groupes armés. Mais les agents des eaux et forêts ne combattent pas les groupes armés. D'où cette initiative FOMEC de formation conjointe entre les FDS et les agents des eaux et forêts pour leur permettre de retourner dans ces zones de protection de l'environnement. Mais les agents des eaux et forêts, pour le moment, enfin, cette initiative FOMEC, les agents des eaux et forêts n'y ont pas pris part parce qu'ils estimaient que la mission était trop dangereuse. Et je pense que, à mon humble avis, je pense que cette initiative a pris quand même un certain coup dans l'aile avec l'attaque de Pama, mais elle va sûrement être remise sur pied au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Nicolas Hubert. On va conclure. Je suis désolée pour toutes celles et ceux qui ont posé des questions qu'on n'a peut-être pas eu le temps de poser. Mais malheureusement, nous devons conclure. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Maxime Ricard pour ces quelques mots de conclusion. Okay. Merci beaucoup, Nicolas, vraiment chaleureusement pour ton intervention en direct de Ouagadougou, donc dans les conditions toujours du direct un peu compliquées, mais vraiment tu es bien sorti. Je retiens en 15 secondes, hein, je retiens quelques points importants de ta présentation et de tes recherches aussi, de ton article donc, qui a été publié dans la revue World Development. D'abord, comme idée forte, je retiens un peu le lien entre le colonial et le postcolonial. D'ailleurs, il y a Camille Évrard, historienne, n'a pas pu poser sa question, mais elle avait peut-être que vous pourrez échanger tous les deux plus tard sur cette question de la relation entre le colonialisme tardif dans la gestion des déserts et puis le postcolonial. Ça, c'est la première idée forte. Autre idée forte, bien sûr, c'est la question finalement de la légitimité de l'État et la perception de l'État, et notamment à travers l'action, les activités des agents des eaux et forêts, qui, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, sont en fait des problèmes dans toute la sous-région, hein, y compris en Côte d'Ivoire. Moi, quand j'avais étudié aussi les zones protégées, les forêts classées en Côte d'Ivoire, on avait des questions similaires. Et donc finalement, hein, une question qui est vraiment centrale là aussi pour tout le Sahel et la sous-région, c'est la question de la légitimité de l'État au niveau local. La question de sa construction ou de sa reconstruction, on pourrait dire, qui est quand même une problématique hein, qui est en fait transversale hein, au-delà du sujet des aires protégées. C'est une question qu'on retrouve dans pas mal d'endroits au Mali, au Burkina, etc. Et finalement, pour rebondir un peu sur la question de tout à l'heure de Séverin Kwame, on a un petit peu d'une certaine manière avec ces gouvernances donc de groupes armés terroristes, gouvernance d'un État qui manque de légitimité, on fait face finalement d'une certaine manière à des ordres normatifs concurrents, hein, d'une certaine manière, et donc des ordres sociopolitiques hein, qui se font concurrence. Et puis peut-être le dernier point, pour terminer, que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi dans ta présentation, c'est la question du rapport à l'endroit, hein, le sense of place dont tu parlais tout à l'heure. Et finalement, l'absence, ou en tout cas la faible prise en compte de cette question, de cette dimension, de l'intégration en fait, sociale, économique, politique, de ces habitants en fait, qui vivent dans ces zones.
Et donc, probablement, concernant, je dirais, pour les praticiens qui nous regardent, qui nous ont regardés aujourd'hui, la question de comment en fait, mieux intégrer en fait, cette question dans des programmes de résolution de conflits ou de protection de l'environnement dans le futur. Voilà, je pense que c'est quelques points vraiment centraux que tu as soulignés. Et encore, je voudrais te remercier. Et simplement pour, pour le public, préciser qu'effectivement, autour de la fin août, début septembre, on reviendra avec de nouveaux petits déjeuners Afrique pour de nouveau échanger. Peut-être que la prochaine fois, on va parler un peu de l'Afrique de l'Est, j'espère, puisque nous avons fait là 2 petits déjeuners sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, vraiment, merci à tous. Je suis vraiment heureux qu'il y ait eu une bonne attendance aujourd'hui. Et donc, à bientôt. Merci également au revoir. à toutes les participantes et participants pour m'avoir écouté. Merci, Nicolas.